avez compris qu'on va argument ad nazitum. Hein. Le titre de ma conférence, Tolérance et responsabilité intellectuelle, fait allusion à un argument de Voltaire à propos de la tolérance. Voltaire demande « Qu'est-ce que la tolérance ?» Et il répond, je traduis librement, Popper traduit, « La tolérance est la conséquence nécessaire de la conscience que nous avons d'être faillibles. L'erreur est humaine et nous faisons tous sans cesse des fautes. Pardonnons-nous réciproquement nos bêtises. C'est la première loi de la nature. » Dit Voltaire. Voltaire en appelle à notre honnêteté intellectuelle. Nous devons assumer nos faiblesses, notre ignorance. Voltaire sait parfaitement qu'il y a des fanatiques à la conviction inébranlable. Conviction et les raisons de ces dernières? J'ai sauté une ligne. Mais leur conviction est-elle tout à fait honnête? Ont-ils eux-mêmes examiné honnêtement leurs convictions et les raisons de ces dernières? Et l'examen critique de soi n'est-il pas une composante de toute honnêteté intellectuelle? Le fanatisme n'est-il pas un essai pour couvrir notre propre incroyance inavouée que nous avons réprimée et qui, pour cette raison, ne nous est seulement qu'à moitié consciente? L'appel de Voltaire à notre humilité intellectuelle est avant tout son appel à notre honnêteté intellectuelle. Donc humilité, honnêteté. A en son temps fortement impressionné les intellectuels. Je voudrais renouveler ici cet appel. Voltaire fonde la tolérance sur le pardon réciproque de nos sottises, mais il y a une sottise largement répandue, soit l'intolérance que Voltaire, à juste titre, ne peut tolérer. La tolérance marque ses limites, donc c'est notre troisième critère que je donnais, la tolérance a toujours une limite. Si nous revendiquons que l'intolérance soit tolérée, nous détruisons alors la tolérance et l'état de droit. Ce fut le destin de la République de Weimar. L'argument est donné. Petite parenthèse historique et contextuelle. Le contexte scientifique, en tout cas théorique, et l'évolution de nos connaissances à l'époque de Voltaire est quasiment similaire au contexte de Popper. Il y a eu une révolution avant Voltaire, d'où les philosophes des Lumières. Il y a une révolution en sciences et dans beaucoup de domaines avant Popper, tout le XXe siècle. Donc je pose ça juste là pour que vous ayez une idée de quoi il parle quand il parle de sottises et ainsi de suite, et du fait qu'on doit se pardonner. Je vous laisse après tranquillement réfléchir à ce que vous savez déjà sur l'histoire. Donc là, pour une fois, c'est pas question thèse. Hein. Vous êtes libre de pouvoir parler de ce qui vous intéresse dans le texte. Pardon? Non, le côté pardon, c'est très catholique dans la démarche. Oui, mais pourquoi du coup? Ah, je sais, non, mais... Je l'ai dit au tout début en parlant de pourquoi est-ce que on vous parle de tolérance aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on devrait se pardonner réciproquement nos erreurs, à votre avis? Quelle conception de la tolérance ici, Popper comment dire, exploite? Chez Voltaire, qui est chez Voltaire. Qui est chez Voltaire et qu'il reprend à son compte en fait. Vous voyez que c'est un voltairien à cet égard. Au plus d'un sens. J'ai trouvé ça amusant de parler d'honnêteté intellectuelle quand il s'agit de Voltaire, qui est connu quand même pour avoir parfois tenu des propos contradictoires ou en tout cas malhonnêtes selon les personnes qui l'écoutaient. Par exemple, j'ai plus la citation en tête et malheureusement, n'ayant pas de réseau, je ne peux pas la retrouver, mais pour Voltaire, une bonne société, c'est le petit nombre gouverne le grand nombre nourrit le petit nombre, quelque chose dans ce style, qui est pour moi par exemple une idée absolument intolérable. Donc, pour vous, ça serait absolument intolérable. Mais est-ce qu'on pourrait tolérer les propos de Voltaire? Peut-être pas. C'est quand même bien écrit. Mais, je me demande comment Popper fait pour réconcilier ses dernières propositions avec sa dénonciation par exemple de l'Union soviétique ou d'un certain totalitarisme, parce que on pourrait dire aussi, on pourrait mixer la phrase, oui alors la tolérance pour l'économie de marché, pour l'exploitation de l'homme par l'homme a conduit à la restauration du capitalisme en Russie, qui maintenant dégénère immédiatement en fascisme à l'heure actuelle. On pourrait dire une chose pareille. Voilà. Donc est-ce qu'elle n'avait pas raison d'être intolérante, par exemple, radicalement sur le racisme ou sur l'exploitation? Non mais on pourrait dire que c'est complètement faux, hein, mais juste un exemple. C'est-à-dire que ça a l'air fondé quand même sur un certain nombre d'axiomes discutables, de valeurs qui pour lui paraissent évidentes, mais... Et à votre avis, lesquelles? Si vous deviez les... C'est celle du libéralisme, c'est-à-dire... L'humanisme, tout à fait. Libéralisme, en effet, ça on le sait, bien sûr. Même fondé encore sur des axiomes, par exemple,
l'être humain est rationnel, libre, il existe des lois naturelles, des choses qui, pour moi, ne sont pas évidentes, discutables. Voilà. Énormément de choses. Je vais passer la parole à tous ceux qui le veulent, donc à Jaco. C'est simplement pour dire quelque chose de très simple, c'est que vous parliez, Laura, on ne tolère pas certains discours complotistes de dire que on tolère les discours religieux qui n'ont absolument aucun fondement scientifique. Et on voit ça comme tolérer la religion d'autrui, ou parfois dans leur texte c'est écrit vous tuerez les gens d'autres religions, on devrait être tolérant avec ça, mais pas enfin, c'est ça qui est un peu le... C'est un énorme problème parce que dès qu'on commence à ne pas vouloir être légaliste et à vouloir ne pas être tolérant avec d'autres visions, jusqu'où est-ce qu'on arrête, si vous voulez, la guillotine de la tolérance? Parce que moi, dès qu'on n'est pas d'accord avec moi, j'ai quand même toujours envie de couper la tête à un élève qui commence à contester ce qui est dit. Je ne l'ai jamais fait. C'est dit, je plaisante. Je pense que là, on devrait distinguer deux choses. Parce que la religion, on essaie de trouver des réponses dans quelque chose qu'on ne peut pas trouver scientifiquement. Alors que là, la Terre est plate, on l'a prouvé que la Terre était ronde depuis des années. Donc c'est de la science. On sait que l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, on sait que l'homme ne peut pas changer de l'eau en vent. Oui. Et en fait, c'est des dogmes. Les religieux les conçoivent. La femme est née de la côte d'un homme, ils le conçoivent comme une réalité. Et on tolère ce genre de discours. Et ça semble absolument... Ce serait peut-être une dérive de la religion, finalement. Bah, disons, la religion repose sur un certain nombre de sophismes, et on les autorise. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce que là on tolère, alors qu'on sait tout le mal qu'a fait les religions en termes... C'est peut-être les hommes qui ont fait la religion. Je vais reprendre ce que vous êtes en train de dire. C'est très bien, c'est un vrai problème. Et ça vient en fait de ce que vous avez dit chez Voltaire, où en fait la question, et l'argument que vous avez fait sur les propos de Popper qu'on a vu ailleurs, et sur ce qui est arrivé en Russie, et ainsi de suite, c'est à quel point est-ce que ce que vous êtes en train d'émettre comme propos a des conséquences négatives ou pas. En gros, pour faire simple. Donc là, l'argument c'était oui, mais la religion finalement, est-ce que ça n'a pas des conséquences négatives? Alors que tout à l'heure, vous avez dit le fait qu'il y ait plein de personnes qui pensent que la Terre est plate pourrait amener à quelque chose. Tout comme ce que là tu es en train de dire, le fait qu'on ait pensé que l'eau pouvait être changée en vin, et ainsi de suite, a amené à beaucoup de conséquences négatives. Ok. Le gros souci, du coup, c'est avec ce genre d'idée, c'est que du coup, on arrive à Voltaire. C'est-à-dire au propos de Voltaire, c'est pour ça qu'il pensait ça aussi, c'est que seul un petit groupe de personnes serait en capacité de savoir exactement quelles seraient les mauvaises conséquences ou les bonnes conséquences, un peu à la Platon, ce qu'on a vu au tout début. Donc la problématique qui s'énonce tout de suite, c'est quelles sont les conséquences que vous êtes capable d'accepter, puisque par définition, je vous ai dit que le premier critère de la tolérance, c'est l'objection. Or, on n'objecte que à quelque chose de négatif. Vous ne pouvez pas objecter à quelque chose de positif. Ça n'a aucun sens. C'est une contradiction dans les termes. Si vous pensez qu'il vaut mieux donner de l'eau, par exemple, au SDF, ben, en fait, ça ne rentrera pas dans le cadre de la tolérance. Donc, la question, c'est de savoir, pour trancher entre, par exemple, vous deux, c'est quels critères vous allez appliquer pour savoir cette partie négative-là, on la met en dehors du cadre de la tolérance, donc on la met dans le cadre non moral. Quelle partie négative, on va la mettre dans le cadre moral, et du coup, dans le cadre de la tolérance. Vous voyez que très rapidement, on trouve dans le champ de la science, comme dans le champ religieux, et en fait, on pourrait étendre ça à tous les autres champs, c'est la conséquence que vous allez imaginer ou observer qui va décrire votre critère et qui va trancher, comme il a utilisé le terme de guillotine, qui va utiliser une guillotine intellectuelle, conceptuelle, pour dire bah, ça rentre dans le cadre de la tolérance et ça non. Pourquoi c'est important et je termine? Ça va répondre aux questions que vous avez posées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pays plus tolérants ou pas? Parce que ça dépend de votre critère. Si j'estime qu'en fait il y a plein d'étrangers ici, que mes conséquences sont négatives, bah, selon moi, je suis tolérant en protégeant les gens qui sont là. C'est ce que vont dire un certain parti politique ou certaines personnes. Si j'estime que non, c'est une chance culturelle ou je ne sais quoi, bah vous allez émettre votre propos, votre critère de tolérance quelque part. Donc ça dépend de comment vous allez juger en fait vos conséquences. Je donne des exemples très caricaturaux, mais vous pourrez après spécifier et être très précis dans vos exemples. Pardon, tu as dit que c'était une contradiction dans les termes, que quelqu'un objecte à quelque chose qu'il estime bon. Qui est strictement positif. Mais d'accord, parce que on a quand même un certain nombre de dogmes religieux, politiques, de philosophes qui estiment que certaines choses sont bonnes, mais pas pour tout le monde. Ça nous choque, mais Voltaire, par exemple, encore une fois, je n'ai pas la citation en tête, mais
dit que critiquer la religion, être athée, agnostique, incroyant est bon pour l'élite, mais pas bon pour le peuple, et qu'il vaut mieux au contraire qu'il soit dans l'aveuglement religieux pour qu'il soit docile, absolument dans un cynisme politique vis-à-vis de ça. Nietzsche disait des choses assez similaires, c'est qu'il était contre l'éducation des masses. Pourquoi? Parce que c'est pour lui une contradiction dans les termes que les masses aient accès à l'éducation, que ça veut dire écrire à quoi ça peut bien en servir, puisque ce sont des esclaves, et que pour qu'une société soit bien réglée, mieux vaut que les esclaves n'apprennent que ce qui sert à être un bon esclave. Donc, mais pourtant, je suis sûr qu'on peut trouver aussi des moments où Nietzsche nous dirait que la culture c'est formidable, que la littérature c'est formidable, il ne s'est pas interdit d'écrire ou de lire. Vous pouvez avoir un propos tolérant et un propos intolérant. Je pense que c'était peut-être pas une contradiction à l'époque, mais maintenant on voit bien la contradiction qu'il y a là-dedans. Je pense quand même qu'on aurait du mal. C'est une forme de fausse conscience. Si vous défendez quelque chose de bon pour quelqu'un, pour défendre la position de Shivnath, si vous défendez quelque chose de bon pour c'est bon pour moi, mais c'est pas forcément bon pour les autres. En pratique, c'est ce que les gens font. Mais quand on fait un peu d'études philosophiques, on se rend bien compte que là, il y a une objection et que donc cet avis-là est complètement caduque. Voilà, c'est comme ça que je répondrai d'un point de vue logique. Ah mais d'un point de Voilà. vue strictement contre, sémantique, factuellement, quelque bien chose sûr, de bon ne peut absolument pas être, ne peut pas rentrer dans un cadre de tolérance. Parce que si vous estimez que c'est bon, c'est pas tolérance, c'est ce qu'il faut faire. On tolère ce que... oui, mais c'est-à-dire que pour un plus grand bien, certains peuvent tolérer le mal. Toujours. C'est pas... Voilà, vous êtes obligé d'impliquer le terme de mal, donc d'un dommage, de Parce qu'ils le quelque savent chose que de c'est négatif. mal. Vous voyez. Sinon, vous n'appliquez pas le terme de tolérance dessus. Oui, parce que la religion est politique, et donc, puisqu'elle est politique, elle est loi, et elle devient légaliste, et c'est pour ça que c'est appliqué de cette façon. Oui, la religion a été souvent... Peut l'être. Enfin, une grande partie de la religion chrétienne a été légaliste d'une certaine manière. Ils avaient énormément de pouvoir aussi. Jaco. En fait, c'est juste pour apporter une précision par rapport à Nietzsche. C'est pas Nietzsche dit que la religion peut apporter beaucoup de choses positives. En fait, par rapport à l'éducation, il dit simplement que si vous voulez des esclaves, il ne faut pas leur donner une éducation de maître. Si vous voulez que personne ne critique la société, il ne faut pas leur apprendre à lire, à écrire, etc. Enfin, c'est juste une précision. Oui, mais pour lui, c'est indépassable dans la société. Et c'est une dégénérescence apparemment de faire en sorte qu'il n'y ait plus de maîtres et d'esclaves. Toute société, selon Nietzsche, Pour lui, c'est très philosophique. et bon, il a dit tout et son contraire aussi, mais bon, bref. Ouais, je reprends quand même quelques passages et Il y a un point j'aimerais bien, après, il faudra que il y a je un reprenne. point absolument que j'aimerais bien Moi qu'on aussi, note. La tolérance est la conséquence nécessaire de la conscience que nous avons d'être faillibles. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous? L'erreur est humaine et nous faisons sans Humain, cesse des quoi, fautes. on est un être. Voilà. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire ceci? Tout le monde sait Parce que que j'ai envie de dire, nous, humains. quand on a parlé de tolérance, on n'a pas parlé de faillibilité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de signifier? Je sais Voltaire. D'abord, C'est Voltaire. à l'époque où ça a été écrit, c'est pas comme aujourd'hui, parce qu'on est une société beaucoup plus évoluée, les gens sont beaucoup plus éduqués, etc. Donc on n'est pas au même niveau sociétal. Et puis certainement qu'à l'époque, il y avait effectivement une très grande rigidité de société, qui était extrêmement rigide et articulée autour de l'église, etc. Et donc il ne devait pas ce genre de critères. Mais aujourd'hui on comprend, parce qu'on sait très bien, effectivement, dans une démocratie, et on ne parle plus finalement de la force de... Parce que tous les propos qui sont tenus ne prennent pas en compte le fait qu'aujourd'hui on est dans une démocratie. Ce qui n'a plus rien à voir avec une société qui était extrêmement hiérarchisée auparavant. Et c'est normal que Voltaire et d'autres philosophes fassent des remarques de ce niveau-là. Mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans le contexte. Après, ça dépend, parce que, mettons, ce texte-là, pourquoi est-ce qu'on l'a étudié? Il a souvent été utilisé par les antifas. Alors, ils ne le citent pas explicitement, mais en fait, c'est celui-là. Ils n'utilisent pas La Société ouverte et ses ennemis, tome 1, une note dans le chapitre 7. Ils utilisent bien ce texte-là pour faire remarquer « Nous devons agir pour empêcher des rassemblements politiques de l'extrême droite ». C'est vraiment ce texte-là qui est utilisé, parce qu'il y a la référence à la République de Weimar ici. Alors, c'est très très clair, hein. Contre l'extrême droite, nous ne devons pas être tolérants. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance, hein, qui est assez connu en fait chez Popper. Alors ça tient en 3 lignes en fait, hein, parce que en fait, le paradoxe de la tolérance, c'est ça et une quinzaine de lignes en note de bas de page de La Société ouverte et ses ennemis, tome 1, chapitre 7, il me semble, hein, sur le principe d'autorité. En gros, argument 1, il faut être tolérant au maximum. Argument 2, il faut du coup tolérer l'intolérance. Argument 3, du coup l'intolérance annule la tolérance. Ça, c'est une vraie Conclusion, pas de tolérance. Et c'est une vraie question parce que ça veut dire que les antifascistes justifient
de pouvoir empêcher par la force éventuellement, alors ça on peut discuter, hein, mais d'empêcher par la force des rassemblements violents ou non violents, je vais être assez large de ce point de vue-là, qui sont d'extrême droite sous prétexte. Ils ont peut-être raison, ça c'est pas à moi de le juger ni à vous entre guillemets, mais on peut en discuter, mais parce que ces idées-là étant intolérantes, elles n'ont pas à apparaître dans le débat public. Et en fait c'est là, et là vous voyez que la question du critère est extrêmement importante. C'est la limite. C'est-à-dire C'est jusqu'où va la tolérance. Entre Bah autres. oui, mais de fait, eux ils disent l'extrême droite est intolérante par ses idées, donc il faut. Et qu'est-ce que. Et alors C'est pas tant les idées, c'est ça, c'est pas tant les idées qu'il faut interroger, me semble-t-il, c'est le caractère de nuisance. C'est-à-dire que si tolérer les idées d'extrême droite laisse la porte ouverte à des actes qui ont des conséquences nuisibles pour les individus ou pour la société, là il y a un problème. C'est pas tant que les autres aient des idées différentes avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est ce qui leur résulte. Est-ce que c'est nuisible? Alors après, évidemment, ça pose la question de savoir qui décide si c'est nuisible ou pas. ça c'est un énorme problème. S'ils sont dans l'erreur, c'est pas ok, tout le monde à un moment donné est dans l'erreur, mais si ça a des conséquences nuisibles pour l'humanité, pour les individus, pour la société, etc., là il y a débat. Je vais vous donner un exemple où ça est problématique. Par exemple, l'homosexualité a toujours été considérée comme nuisible, jusque dans les années 80. Et du coup, l'argument conséquentialiste, c'était de dire si j'accepte l'homosexualité, ça amène à des conséquences négatives, à la déperdition morale, et ainsi de suite. Il y avait même des arguments très logiques. Si on accepte qu'il y ait des homosexuels, il y aura moins de personnes en couple, et s'il y a moins de personnes en couple, il y aura moins d'enfants. S'il y a moins d'enfants, la société s'écroule. Argument plus ou moins rationnel. Il y a au moins une forme logique, c'est tout ce que je dirais. Je n'ai pas dit qu'elle était valide, je dis qu'il y a une forme logique. Posez ce flingue. Donc vous pouvez estimer que quelque chose est nuisible pendant très longtemps, quasiment toute l'existence d'une civilisation, mais tout de même passer des lois à un moment donné, comme ce qui a été fait sous Mitterrand, si je dis pas de bêtises. C'est Mitterrand qui passe... Oh non, bien avant, c'était les années 70, ça devait être jusqu'à. L'homosexualité, c'est les années 70. C'est sûr. Ça Il me semblait en fait, je suis pas sûr. Je sais que c'est retiré du DSM dans les c'est- années 70. c'était Non, c'est très Mitterrand, récent. il me semble. Non, c'est C'était Mitterrand. très ouais. récent. Je sais plus. Donc vous pouvez estimer du coup a posteriori que c'était une bonne idée et qu'en fait les gens avant étaient intolérants. Sauf que vous ne pouvez pas savoir là aujourd'hui qu'est-ce qui va être considéré comme un Sauf que les arguments qui étaient utilisés à l'époque, on pouvait les confronter à la réalité de ce qui s'est passé depuis que la loi a été votée. Et quand je parlais de nuisible, donc là ça capte à où, c'est réglé. Quand je parle de nuisible, allons à l'extrême, s'il y a mort d'homme. Oui, mais y a-t-il mort d'homme Y a-t-il durant ces mort d'homme, rassemblements Non, mais si. Comment? Bah, ça dépend. Si dans ces rassemblements-là, il y a des rassemblements d'extrême droite, affiliés d'extrême droite, s'ils sont réellement violents, qu'il y a des morts ou il y a un truc comme ça, bon là le problème ne se pose pas. Mais si ces rassemblements-là ne sont pas violents, au nom de quoi est-ce qu'on va les interdire, en sachant qu'on ne les interdit pas de fait légalement, hein. Au nom de quoi? Des conséquences éventuelles que ça pourrait produire? Parce que les conséquences éventuelles que ça pourrait produire, l'extrême gauche aussi, on pourrait dire oui, et les goulags. C'est... Calmez-vous. Mais c'est vrai, ça a été souvent utilisé. Hein. Non, j'ai senti un vent, mais c'était pas... Oui. Il n'y a pas une idée de l'approbation de la masse par rapport à l'intolérance. Ça veut dire si la masse approuve, part du constat que oui, cela est intolérant, et bah, c'est considéré comme intolérant. Enfin, je veux dire... Vous voyez bien qu'il y a Il y a très vite un un problème problème. là-dedans. Si Parce tout le monde que- accepte qu'on doit livrer les juifs, ça va très vite mal finir. Puis il y a 100 ans, il valait mieux être blanc. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que là, on est strictement dans un arbitraire moral. Et donc, bon, Donc pourquoi ça- est-ce qu'il faut être Vas-y. tolérant? C'est pour ça que je vais revenir là-dessus, parce que Vas-y. faut quand même bien comprendre que le fait qu'on n'arrive pas à déterminer le critère amène à des conclusions bien précises. Le fait que nous sommes faillibles et qu'on puisse se tromper, c'est-à-dire que plus tard demain, ça se trouve, on se rendra compte que le fait de ne pas être assis, c'était peut-être une erreur. Il n'y a rien qui vous dit que c'est pas possible, a priori. Par la preuve de Popper, de l'argument de Popper, que l'histoire ne peut pas être prévue. Donc vous ne pouvez pas non plus prévoir l'histoire des normes. Donc vous devez absolument être relativiste sur ce genre de position et dire, bah, ils ont le droit de s'exprimer, tous les champs ont le droit de s'exprimer, un peu comme aux États-Unis, où les néo-nazis peuvent premier défiler, amendement. il n'y a pas de souci, tant que
Il ne tire sur personne. On n'a pas besoin d'attendre pour savoir que le racisme génère de la souffrance et génère des morts. On n'a pas besoin d'attendre. Oui, mais eux, ils vous diront que c'est pas le cas. Non, mais là, les faits, on peut se baser sur des faits quand même, non? Bah, pas légalement, j'ai l'impression. Sinon, on interdirait l'extrême droite déjà. Donc c'est bien que, de fait, ces conséquences-là ne sont pas si évidentes. Légalement, je veux dire. Hein. Moi, je veux bien être de votre côté, mais si je suis de votre côté, je ne suis pas en train de dire quelque chose sur l'extrême droite. Je dis juste quelque chose sur ma situation politique. Et c'est pas très intéressant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est l'énorme difficulté. Parce que l'extrême droite, elle serait ravie de faire pareil pour l'extrême gauche, de l'interdire complètement. Et pourquoi écoutez-vous? D'où l'idée de peut-être, bon, on laisse du mou dans un temps, parce que s'ils faisaient pareil de l'autre côté, ce serait extrêmement grave. Ben. Non, je disais simplement un truc, c'est que ce qui est écrit là, c'est la vérité est alors sans signification. Il dit comme ça, le relativisme est la position sur laquelle on peut tout affirmer presque tout. On n'en est pas sur le relativisme, on va lire juste après. C'est le texte qu'on voit après, c'est la réponse. C'est pour ça que mais bien joué, c'est bien joué, c'est tout à fait ça. J'essaie de vous amener sur le relativisme pour vous faire bien comprendre que la position relativiste, si vous acceptez vos critères que vous êtes en train de donner, vos oppositions que vous êtes en train de donner, vous aboutissez nécessairement à une situation relativiste. En sachant qu'un énorme problème, c'est qu'on pourrait dire, bon mais dans ce cas on l'impose. Voilà, on impose le fait d'être tolérant, ou on impose le fait... Mais en fait, est-ce que cette imposition peut ne pas avoir finalement des conséquences plus négatives qu'autre chose? Parce que par exemple, si on commence à être particulière... Enfin, un exemple simple. Les lois concernant... la société, là. Comment? On parle toujours de la société. Oui, oui. Des lois en général et ainsi de suite. Mais par exemple, des lois qui interdisent le sexisme, évidemment je suis pour, mais est-ce que ça a empêché vraiment le sexisme? Non, il est en recrudescence aujourd'hui, notamment dans ma génération. Donc ça n'a pas fonctionné visiblement. Donc le fait de vouloir imposer les choses peut très bien avoir des conséquences tout à fait négatives. Qui est que là, il y a une caméra, donc je ne vais pas dire ce que je pense réellement, je ne pense pas réellement ça, mais je ne vais pas dire ce que je pense sur le sexisme, mais alors en privé je vais me lâcher, et là ça va être absolument terrible. Et ces conséquences-là, il faut y penser aussi. Donc comment est-ce qu'on arrive à... Parce qu'on est tous plutôt en faveur de la tolérance. Comment est-ce qu'on arrive à influencer, par une forme d'ingénierie sociale, mais ça peu importe, les gens à être plus tolérants, mais sans le leur imposer de manière à avoir des effets... Pourquoi plus tolérant? Juste tolérant, ça suffit? Alors, il y a une raison à ça... C'est un euphémisme, hein. Il y a une raison à ça que donnera Popper plus tard dans le texte. C'est pour ça que je me permets de ne pas y répondre. Moi, c'est un euphémisme, vous me dire tolérant, parce que plus tolérant, je ne vois pas à quoi ça correspond. Vous pouvez être gentil et être plus gentil aussi. Non, mais ça, c'est pas pareil que tolérant. On peut tolérer davantage de choses. C'est une qualité, voilà. si vous voulez. Donc la qualité, par principe de qualité, ils ont les mêmes structures. La tolérance dépend en fait des faits que je tolère. Plus je tolère de faits, plus on pourra considérer que je suis tolérant. Ouais, mais il n'y a pas plus ou moins. Si je prends un grain de sable et que j'en rajoute, j'ai plus de sable. Donc si je prends... Tolérance, ce sont des faits. Ce sont des faits. La tolérance sont des faits qui montrent que je suis tolérant. Si j'ai un élément tolérant plus un deuxième élément tolérant plus un troisième, je pourrais dire qu'un ensemble d'éléments tolérants est plus grand qu'un autre. Oui, mais c'est un jugement critère. À supposer qu'on... Peut-être hors sujet, mais vous avez parlé de comment justement on permet aux gens d'être tolérants par eux-mêmes. Est-ce qu'on pourrait par exemple le faire dès l'éducation, dès la petite enfance? Mais c'est une énorme difficulté. Ça devienne quelque chose de cool entre guillemets, comme ça les gens le font par eux-mêmes. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comment on fait concrètement? Comment moi par exemple je pourrais dans une classe enseigner la tolérance? Je veux dire pas de manière, bon soyez tolérants, taisez-vous, etc. Mais par exemple faire des cours d'éthique en maternelle, dès la petite section. Toi tu enseignes à des primaires, tu te verrais faire des cours de tolérance aux élèves? Moi je les balance par la fenêtre donc... Comment? Je les balance par la fenêtre donc... Oui ok, bon, en même temps. Les enfants comprennent vite les normes sociales, enfin ils intègrent inconsciemment, mais ils intègrent quand même. La grosse difficulté, c'est qu'ils intègrent socialement, mais est-ce qu'ils vont intégrer les bonnes choses en sachant que globalement, les enfants, c'est une énorme difficulté. Surtout, c'est par l'obéissance. Surtout qu'à cette époque-là, les enfants, ils obéissent. C'est très très difficile d'arriver à avoir de l'esprit critique en fait avec ces enfants-là. Donc je suis d'accord avec vous, c'est ça la solution bien sûr. Mais l'implémentation de cette solution, c'est extrêmement difficile. Arriver à faire en sorte d'avoir une relation avec une classe où globalement les élèves peuvent dire des choses, parce que c'est ça qui est intéressant, mais sans que ça dérape. Il faut arriver à avoir une autorité tout en étant suffisamment, en laissant suffisamment passer de choses. C'est très, faut quand même s'en sortir. Je prétends pas y arriver. Encore une fois, il faut savoir ce qu'est la tolérance. Pour l'instant, on arrive dans le texte. La définition qu'on a, c'est que c'est relatif. C'est relatif à quelque chose. Donc, du coup, si vous acceptez la conclusion qu'il est en train de donner dans ce petit paragraphe-là,
comment vous choisissez dans une situation où il y a plein de positions différentes? Surtout qu'à un moment, est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir pour conclusion, j'arrive tout de suite Lorenzo, on n'aura pas le temps pour la première heure de lire le texte, on le lira pour la deuxième heure puisqu'il reste 5 minutes. Je le signale pour tout le monde, il y a une pause dans 5 minutes, vous pourrez souffler et il y aura un jeu. La grande question c'est, puisqu'on est tolérant, est-ce que ça doit impliquer, d'une manière ou d'une autre, peu importe le sens, ça c'est pas la question, mais est-ce que ça doit impliquer une forme de relativisme? Parce que le problème du relativisme, c'est que quand même, certes, être tolérant, on considère que c'est plutôt une bonne chose, mais est-ce qu'il faut forcément considérer que tous les avis valent? C'est pas la seule définition du relativisme. Est-ce qu'on doit forcément arriver à cette conclusion-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'alors, on risque d'accepter l'inacceptable, finalement. Lorenzo. J'ai entendu mentionner les États-Unis, c'était déjà il y a 10 minutes, mais quand Popper parle de tout ça, est-ce qu'il nous parle surtout de la liberté d'expression, mais pas d'autres formes de liberté? Parce que par exemple aux États-Unis, ça nous choque souvent en France où par exemple avoir un drapeau nazi dans la rue est interdit. Aux États-Unis, il y a pu avoir, et il continue d'y avoir encore aujourd'hui, des partis nazis. Oui, le drapeau des confédérés. Qui viennent avec des drapeaux nazis, habillés en nazi, parfois pour faire des provocations. Ils ne font rien d'autre que ça, à part montrer et dire ce qu'ils pensent. Mais c'est une provocation et c'est aussi un moyen de créer de la peur chez les autres. Ça nous choque beaucoup en France. Mais par contre, en même temps qu'aux États-Unis, on tolère que des vrais nazis puissent défiler comme des nazis, pendant ces mêmes périodes, on a interdit, infiltré et assassiné tous les communistes après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Black Panthers ont été tués, le Parti communiste a été pourchassé par le FBI. Exprimé, pourchassé. À un moment, il y avait apparemment 10% du PC USA qui était infiltré par le FBI. Donc c'est-à-dire qu'une personne sur 10 qui était en fait un faux communiste. Donc impossible de faire quoi que ce soit, d'organiser quoi que ce soit. Au nom de quoi? Au nom du respect de la propriété privée et des intérêts supérieurs géopolitiques et de sécurité intérieure des États-Unis. Mais en France, par exemple, ça nous choquerait, je pense, en tout cas aujourd'hui encore, un peu plus que, par exemple, une grève ne respecte pas forcément le droit de propriété ou le droit de circulation des personnes. C'est-à-dire que il y a des libertés plus importantes que d'autres, des choses qui sont plus intolérantes que d'autres. Popper, il est américain, hein, ou il est autrichien d'origine et il a enseigné à Londres et en Nouvelle-Zélande. Mais est-ce qu'il s'agit surtout de liberté d'expression ou est-ce qu'il s'agit de toute forme d'action, toute forme de... Ah, c'est là le gros problème. Un peu des deux, mais vous avez bien trouvé le nœud de sa problématique, mais c'est selon lui, dans ce qu'on vient de lire actuellement, c'est la position relativiste qui va vous permettre de vous en sortir. Et après, le problème... Pardon. Non, juste le problème avec le relativisme, c'est qu'on ne discute plus et ne négocie plus les normes. Tout à fait. Et c'est ça l'énorme problème. L'énorme problème. Pardon. Parce qu'on avait vu à quel point il est difficile finalement de mettre la définition de ce qui va avoir une conséquence néfaste sur autrui. Et donc, quelque part, même quand je lis les textes là, j'avais l'impression que c'est presque un peu une tautologie. S'il dit il faut accepter nos faiblesses et après il va vers une espèce de formule un peu simple, n'est tolérable que ce qui n'est pas intolérable. Enfin, quelque part, ça revient toujours à la même difficulté. Et si on est dans un système relativiste, on n'a pas cette négociation des normes qui se fait dans une société. Absolument, c'est bien le gros problème. C'est que si vous analysez le concept de tolérance, vous tombez nécessairement sur le relativisme. Je fais juste ma description de ce qu'on est en train de dire et après je te donne la parole. Le fait de pouvoir accepter ou de ne pas justement tomber sur des situations où un État en fait infiltre des partis pour maintenir son pouvoir en place ou pour maintenir une idéologie en place, il faut accepter une position relative. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une position absolutiste, vous allez justement faire ce que vous avez dit, ce que les États-Unis ont fait, parce qu'ils ont absolument raison de leur position. Si j'ai absolument raison, j'ai tous les droits de vous couper la tête, entre guillemets. C'est, comment ça s'appelle le philosophe politique. Platon, philosophe roi? Non, pas le philosophe roi. Quoi, lequel tout est bon pour arriver au pouvoir, en gros, finalement. Machiavel. C'est une position machiavélique, si vous voulez. Ouais, en moitié. Hein. Oui, ça dépend à quel point on le prend. Il élimine quand même tous ses adversaires jusqu'au poisson rouge. Donc, à partir de là. C'est vrai qu'il découpe un gars en deux. En place publique, ouais. Si vous avez cette position absolutiste, et
vous croyez avoir raison, vous pouvez avoir tous les arguments rationnels que vous voulez pour défendre cette situation-là, vous allez tomber sur des cas, effectivement, où vous allez être complètement intolérant, vous allez éliminer un groupe politique adverse, et ainsi de suite. Et la seule position qui vous sauve, c'est la position relativiste. Mais la position relativiste en elle-même va contenir énormément de problèmes. Enfin, ça veut dire qu'il faudra accepter des racistes, il faudra accepter des antisémites, il faudra accepter des personnes qui sont contre l'homosexualité, et ainsi de suite. Accepter non pas au sens où j'accepte... J'approuve pas. Qu'ils parlent, qu'ils puissent ne pas parler, mais j'accepte au moins le fait qu'ils existent en tant qu'ils ont envie d'énoncer ce qu'ils ont envie de dire. Et donc vous tombez sur le premier amendement des États-Unis. C'est juste énoncer, ok. Si ça va au-delà d'énoncer... En gros, c'est la réponse, c'est ça la réponse de Popper globalement. Lui, il est contre toute forme de violence. Alors après, violence symbolique, est-ce que c'est compris dedans? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé chez Popper de questions là-dessus. Mais en gros, Popper, liberté d'expression totale. Par contre, la violence, que fait-il des insultes? Il n'est pas précis là-dessus, de ce point de vue-là. Et deuxième point où j'aimerais juste rebondir sur l'idée de la science, où la science, effectivement, on a toujours envie de penser que la science a une plus grande part de vérité parce qu'elle serait plus rationnelle et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que l'idée de la Terre plate serait moins bête que l'idée de la Terre ronde, finalement? Bah, ça a été démontré. Par qui? Eratosthène. Non, même pas. Alors Eratosthène ne l'a pas démontré, il l'a calculé, c'est pas pareil. Mais je veux dire, ça a été observé, il y a des satellites, on a toutes les preuves possibles que la Terre est ronde. À part si on est complotiste et qu'on pense que tout est un complot, dans ce cas-là, là peut-être qu'on pourrait dire qu'on est faillible. Donnez-moi un argument pour prouver que la Terre est ronde. Parce qu'Eratosthène n'a fait que le calcul, il ne l'a pas démontré. Bah, je sais pas, ça veut dire qu'il y aurait des gens qui tomberaient au bout d'un moment dans le vide. Alors que... Pourquoi pas, je pourrais imaginer un système plat où une fois que vous êtes dans ce sens-là, vous repartez par en bas. Dans un système tort, ça marche pas. Peut-être voilà. Ils sont tombés dans le vide. Un ballon de rugby, c'est plat, mais c'est pas... Ou une pizza, vous avez la croûte. J'ai du mal à imaginer la Terre ronde quand je sais que je prends l'avion et que je vais dans un endroit à l'autre. Alors moi, j'ai pas de mal à imaginer que la Terre est plate et qu'on se lève et qu'on va faire ça. Hein. Moi, je suis débile, faut savoir. Hein. Non, mais et quand je vois la Terre en face de moi, elle est plate. Le mot de la fin sera pour Lorenzo et après on fera une pause. Mais et réfléchissez-y à cette relativisme. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Prouver que la Terre est ronde est plus compliqué que ça en a l'air. Surtout, est-ce que ça a vraiment des conséquences négatives, le fait que la Terre soit ronde ou plate? C'est très facile par contre d'énoncer le dogme. Non, mais si des personnes qui pensent ça ont du pouvoir, prennent du pouvoir... Ah, ça c'est vrai. Là, c'est plus la même histoire. Je suis d'accord. Les libéraux ont pris le pouvoir, ça a été une catastrophe aussi. Hein. Ils ont éliminé des gens, ils ont tué des gens, ils ont balancé des bombes. Donc bon, c'est des gens très rationnels selon eux. Lorenzo, allez-y, ce sera le mot de la fin. Je pense à déjà oublier ce que je voulais dire, mais tous les intolérants, toutes les personnes qui se retrouvent régulièrement en procès pour incitation à la haine, se défendent toujours de la même manière. Je ne suis pas responsable de la manière dont les gens interprètent mon discours. C'est-à-dire que Papacito va dire « Non, mais c'était une parodie, c'était une blague, je n'ai incité personne à tuer des insoumis ou des gauchistes. » Donc, on a, selon les pays, une manière de concevoir qu'est-ce qui est vraiment un discours qui a des conséquences. Aux États-Unis, à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile qu'en France de faire le lien entre l'action concrète de personnes et les discours d'autres personnes. C'est bien parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord entre les États-Unis et la France, qu'il faut être relativiste et ne juger que les actes. Je dirais cette partie-là pour l'instant. On verra que ça va justement s'affiner. Popper est plus fin et en réalité, la tolérance est un prétexte pour parler d'autre chose. Et en fait, le texte ne porte pas ce sur quoi on a l'impression qu'il porte durant les premières lignes, enfin les premières pages. Et c'est ça qui est assez subtil avec cette conférence. Pause. Petite pause.